Bon, ben bonjour, je me présente, je suis Céline Bouffard, je travaille en transfert de connaissances à l'IUPLSSSS, Institut universitaire en première ligne santé et services sociaux. Avec moi, ben, vous voyez deux belles personnes. La première, ben, je suis accompagnée de Lise Lévesque, qui est coordonnatrice à la recherche, qui va nous présenter un peu notre conférencière de ce midi. Lise, je te laisse la parole. Oui, aujourd'hui, on est avec notre conférencière Amélie Deschamps. Amélie, elle détient un diplôme de maîtrise en intervention en dépendance de l'Université de Sherbrooke. Elle a été agente de relations humaines pour le CIS de la Montérégie-Ouest auprès d'une clientèle en soins palliatifs. Et puis, actuellement, elle est professionnelle de recherche au laboratoire de recherche sur les dépendances comportementales. Soulignons que le laboratoire est devenu récemment là, une chaire de recherche sur les dépendances comportementales. Puis ce laboratoire-là, il est dirigé par Magali Brodeur, une membre de l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux, membre chercheur régulière, et elle est également, évidemment, professeure à l'Université de Sherbrooke. Et puis, ce laboratoire dont fait partie Amélie est associé au département de médecine de famille et de médecine d'urgence de l'Université de Sherbrooke. Aujourd'hui, Amélie, elle vient nous parler des enjeux relatifs aux troubles liés à l'alcool en contexte de soins palliatifs. Bonjour tout le monde. Dans le fond, je vous remercie beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui. Je suis vraiment contente. Bon appétit tout le monde, là, c'est le dîner. On va passer le petit dîner ensemble. Lise m'a rapidement présenté. Je vais, juste un instant. Oui. Dans le fond, je ne vais pas répéter tout ça. Euh, la présentation qui suit, dans le fond, va être inspirée un peu de la thèse de maîtrise que j'ai fait dans ma maîtrise en intervention en dépendance à l'UDS. Puis aussi mon expérience sur le terrain là, comme agente de relations humaines euh, en CLSC auprès d'une population en soins palliatifs. Notre présentation est quand même basée sur l'article qui a été rédigé suite à ma maîtrise avec ma directrice Magali Brodeur, qui est clinicienne chercheuse qui a le laboratoire sur les dépendances comportementales, la chaire de recherche, et aussi avec un autre professeur, Andréane Légaré, qui est psychologue clinicienne et professeure à l'UDS, et mes collègues Anne-Marie Auger et Natalia Gomez, Munoz Gomez. Pourquoi ce sujet? Dans le fond, c'est une population qui est peu étudiée, peu étudiée et peu discutée. Euh, le peu de littérature qu'il y a sur le sujet, ils ont rapporté des manques flagrants sur le terrain. Entre autres, je vais en parler plus tard, mais la détection, l'évaluation du trouble de l'alcool en soins palliatifs. Puis aussi, c'est un intérêt personnel qui combine mes deux sphères, donc mon expérience concrète sur le terrain en soins palliatifs, c'était ma clientèle coup de cœur, puis ma formation académique en dépendance. C'est une population qui vit beaucoup d'inégalités, c'est une population très marginalisée, euh, liée aux dépendances. C'est dans mes intérêts. Là, je sais que je fais une présentation avec des gens qui sont plutôt en première ligne, donc je prends ça en compte. En première ligne, on peut côtoyer ces patients-là, par exemple en soutien à domicile, en clinique GMF, à l'urgence, en santé mentale, mettons, CIV qui vont à la maison direct chez le patient. Puis ça peut parfois comme amener chez des professionnels de la santé, veut pas, des sentiments d'impuissance, ça va challenger aussi nos valeurs. Ça amène aussi des points de vue divergents auprès des équipes de soins. Tu sais, abstinence, continuer la consommation pendant les soins palliatifs, des trucs comme ça. Euh, Puis aussi, on voit la dégradation de la santé liée à la consommation qui continue parfois. Donc, ça peut venir chercher des valeurs en nous. Euh, Puis, ça peut entraîner aussi des mécanismes de défense, veut pas, ça nous fait réagir, là, on le veut ou on le veut pas. Donc, cette médiconférence euh, va focuser sur les enjeux vécus par les patients avec un trouble d'utilisation d'alcool et qui reçoivent des soins palliatifs. Puis aussi, je vais parler des défis auxquels sont confrontés les professionnels de la santé quand ils travaillent avec cette population-là. Donc, la prévalence au Canada, je ne vous donnerai pas trop de chiffres, là, on est au dîner, puis je ne veux pas vous ennuyer, mais 75 des Canadiens déclarent avoir consommé au cours de l'année du rapport. Dans le fond, d'après l'enquête québécoise sur la santé de la population, dans le fond, ça, c'est au Québec. 79 des Québécois âgés de 15 ans et plus ont consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois. Parmi ceux ayant consommé de l'alcool
dans la dernière année, 30% ont adapté une consommation excessive. Donc, une consommation excessive, pour les hommes, c'est 5 verres d'alcool et plus. Pour les femmes, c'est 4 verres lors d'une même consommation, là, lors d'un même épisode. L'alcool, on le sait que c'est lié à une couple de problèmes de santé, par exemple les ulcères, les cancers, la cirrhose du foie, les troubles neurocognitifs, gastrite. Puis ces risques-là sont rapportés par plusieurs organismes importants, là, donc l'Institut de la santé, l'Institut national de santé publique, Éduc-Alcool, l'APA, la Société canadienne du cancer et plus. Au niveau du TEA, là, je vais référer dépendance à l'alcool, TEA, je vais référer à ces deux termes-là. C'est un ensemble de symptômes comportementaux et physiques qui peuvent, entre autres, inclure le sevrage, la tolérance et les envies. L'alcool, on sait que surtout quand il est consommé en excès, peut contribuer à des morts prématurées. Donc, c'est quand que les patients TUA nécessitent souvent des soins palliatifs lorsque les traitements sont axés sur la guérison, ne sont plus une option. Par exemple, quand on arrête la chimiothérapie liée à un cancer. Pour les soins palliatifs, ce sont des soins qui se concentrent sur la qualité de vie, la gestion de la douleur, puis l'optimisation du bien-être. C'est une approche comme plutôt holistique, donc focuser sur, oui, la santé physique, gérer les symptômes physiques, mais aussi liés à la santé mentale, la spiritualité de la personne à la fin de vie, ça, c'est très important. Donc, les soins palliatifs, ils prolongent justement la vie des patients, réduisent les admissions, les allers-retours à l'hôpital, la durée des séjours à l'hôpital, puis les symptômes déplaisants là, de douleur, détresse psychospirituelle chez les patients. Un rapport justement de l'Institut canadien d'information sur la santé en 2018 ont rapporté que seulement 15% des Canadiens avaient accès à des soins palliatifs dans l'année précédente du rapport. Donc, ça veut dire que 85% des Canadiens n'avaient pas accès aux soins palliatifs avant le décès. C'est quand même flagrant. Donc, c'est pas toujours disponible, c'est pas tout le monde qui a accès dans la littérature. Il y a aussi ce que j'ai vu quand j'ai fait ma thèse de maîtrise, c'est qu'il y a souvent comme différentes perceptions des deux concepts. Donc, les soins palliatifs sont vus comme pas mal avec une approche sereine, visant la qualité de vie, il y a une signification spirituelle, tandis que la dépendance à l'alcool est vue de façon un petit peu plus négative. Les gens vivent beaucoup de stigmatisation. Il y a aussi encore la croyance que les patients peuvent comme simplement arrêter de consommer puis choisir l'abstinence pour améliorer leur santé ou comme se rétablir un peu. Il y a encore cette croyance-là. Puis ces patients-là sont souvent perçus comme des cas complexes. T'sais, on sait que les gens qui ont des dépendances ont souvent plusieurs comorbidités de santé mentale. Donc, rajouter avec des problèmes de santé physique là, causés par l'alcool. Souvent aussi, on voyait la dépendance qui était traitée séparée du problème de santé là, physique, par exemple, comme le cancer, tandis qu'il faut vraiment comme arrimer les deux, arrimer les services pour le bien-être du patient. Donc, les soins palliatifs pour les personnes souffrant de troubles d'utilisation d'alcool restent relativement sous-utilisés et mal compris pour plusieurs raisons, on va en parler un petit peu plus tard. Les patients qui ont une dépendance à l'alcool ont souvent tendance à demander des soins urgents à la dernière minute quand ils sont en situation de crise. Donc, il y a beaucoup d'évitement des symptômes, évitement de justement leurs problèmes d'alcool, mais aussi leurs problèmes de santé liés par exemple, les symptômes qu'ils vivent par rapport à leur cancer, par rapport à leur cirrhose du foie. Il y a aussi, bien évidemment, beaucoup de visites fréquentes à l'urgence à cause de ça, parce que c'est exactement des moments de crise. Au niveau de leurs symptômes, c'est une population, tu sais, qu'on disait que c'est vu comme une population quand même complexe avec beaucoup de comorbidités, donc il y a un fardeau symptomatique quand même important. Beaucoup de dépression, douleur, anxiété, détresse. Plein d'autres symptômes, là, difficultés avec le sommeil, la respiration. La gestion aussi des symptômes de ces patients-là est quand même difficile. Justement, la gestion des symptômes de sevrage, puis aussi, il y a souvent une distinction difficile entre les symptômes de sevrage et les symptômes qui sont liés à la fin de vie, parce qu'ils sont quand même similaires, on va en parler un peu. Il y a de la réticence à aller chercher de l'aide pour leurs symptômes pour diverses raisons que j'ai mentionnées un peu tantôt. Il y a la peur d'être jugé ou stigmatisé. Il y a aussi ils ont vécu peut-être des mauvaises expériences dans le passé. Il y a aussi l'évitement des symptômes par peur, la crainte d'être contraint à l'abstinence, puis l'automédication. Fait qu'est-ce que je veux dire par la crainte d'être contraint à l'abstinence? C'est, dans le fond, se présenter dans un service, puis de se faire comme confronter au fait que, ben, écoutez, vous consommez encore, il faudrait quand même arrêter ou il faudrait diminuer.
Puis c'est pas tout le temps quelque chose qu'ils veulent non plus, là, ça les servi au long de leur vie pour plusieurs choses. L'automédication, ben, en fait, je viens de le dire un peu, mais c'est pour tous les symptômes liés aux comorbidités ou et par exemple l'anxiété, tout ça. Donc, ils s'automédicamentent avec l'alcool. Donc, les symptômes sont, c'est ça, il y a de la difficulté à distinguer les symptômes causés par le TEA et ceux liés aux autres maladies, aux symptômes présents à la fin de vie. Par exemple, les tremblements, limitations cognitives, hallucinations, l'agitation. Le TEA, donc, passe souvent inaperçu. Puis, ça prend souvent plus de temps, justement, à, OK, découvrir que oui, la personne a un trouble lié à l'alcool, puis de gérer adéquatement ses symptômes. Puis, la gestion des symptômes est difficile parfois à cause, puis c'est compliqué par le métabolisme des médicaments. Puis ça, c'est influencé par la fonction organique qui peut avoir été changée par justement la consommation d'alcool, par plusieurs autres facteurs. La tolérance croisée fait que l'alcool peut augmenter la tolérance à d'autres médicaments, par exemple les benzodiazépines, qui est aussi utilisé pour euh, certains symptômes en fin de vie liés à l'anxiété aussi. Puis, les interactions médicamenteuses, donc les interactions entre l'alcool et les autres substances, là, donc médications. Puis souvent, justement, avec de nombreuses comorbidités, ils ont souvent beaucoup de médications qui, ça augmente les risques, justement, des interactions médicamenteuses. Les patients TEA cachent parfois leur consommation, ce qui affecte la gestion de leurs symptômes par peur, encore là, du jugement, d'être obligés de devenir abstinents, puis d'une gestion inadéquate de leurs symptômes sans l'alcool. Ça, on l'a vu beaucoup dans la littérature, comme quoi que justement, ils s'automédicamentent déjà avec l'alcool, donc ils ont peut-être peur que là, j'ai plus mon alcool. Écoute, est-ce que mes symptômes vont être gérés comme il faut? Je ne sais pas. Donc, l'importance de la détection et de l'évaluation, il y a un manque flagrant ben, dans la littérature qui a été rapportée, puis aussi sur le terrain, je l'ai quand même vu un peu. Manque de détection auprès des populations comme en soins palliatifs ou même chez les aînés là, en soutien à domicile, ce que j'ai remarqué sur le terrain. L'annonce du diagnostic palliatif peut augmenter la consommation, fait que c'est une façon de gérer leurs émotions, gérer comme la mauvaise nouvelle de justement, j'arrête mes traitements, ma maladie se propage, la fin de vie approche, là, c'est confrontant. Fait que c'est là l'importance justement de détecter le TEA, puis de développer une relation avec le patient pour bien communiquer justement de façon ouverte, puis l'accompagner afin de gérer ses symptômes. Donc, la détection d'une dépendance chez une personne recevant des soins palliatifs, ça peut permettre plein de choses, donc la gestion des symptômes, mais aussi améliorer la qualité de la fin de vie. Fait que ça peut ouvrir la discussion sur des options de traitement ainsi que sur les désirs de la personne. Qu'est-ce qu'elle veut la personne en fin de vie? Qu'est-ce qu'elle veut accomplir. Dans le fond, ça permet aussi d'impliquer d'autres professionnels dans les soins. Par exemple, impliquer l'équipe psychosociale, impliquer des partenaires en dépendance pour gérer la dépendance qui est présente. Ça peut permettre aussi d'aborder des sujets comme les deuils à faire, les relations. Tu sais, parfois, ils sont coupés de leurs relations et ont brisé beaucoup de liens. Donc, de réparer des relations avant la fin de vie. Puis, l'acceptation de la fin de vie, ça, c'est quelque chose de gros. Et les stratégies de gestion des émotions, tu sais, soit avec l'alcool, tu sais, qui continue à consommer de l'alcool, mais aussi pour peut-être remplacer l'utilisation d'alcool, puis les aider avec tout ça. Je ne rentrerai pas trop en détail dans les symptômes, puis tout ça, mais les signes de sevrage alcoolique, dans le fond, il y a les tremblements, les sueurs excessives, agitation, parole anormale, délirium, hallucinations, anxiété et irritabilité. Les signes d'intoxication alcoolique, on les connaît un peu plus, là, ça va jouer sur l'équilibre, la parole aussi, le visage rouge, on a parfois une odeur, somnolence, il y en a plein d'autres. Donc, comment détecter la présence d'une dépendance à l'alcool? C'est vraiment de demander puis ouvrir la discussion avec la personne. Fait qu'on remarque des signes, on détecte des trucs, notre instinct d'intervenant ou de professionnel de la santé sur le terrain, on peut voir ces signes-là. Ensuite de ça, c'est d'en parler puis de façon non jugeante, là. Ça peut parfois être connu par la famille, mais personne n'en parle parce que c'est tabou. Donc, c'est à nous aussi d'aller creuser, d'aller comme stimuler la conversation par rapport à ça. Puis, comme j'ai dit, là, apporter une approche non jugeante et avec de l'écoute. Il y a souvent des peurs. Les patients ont souvent des peurs en lien avec la fin de vie. Ils ont souvent de la honte par rapport à leur consommation ou qu'est-ce qu'ils ont fait dans le passé
avec cette consommation-là. Comme j'ai dit tantôt, des expériences négatives, puis un sentiment d'isolement. Ça se répète quand même souvent, mais justement, les liens qui sont brisés, parfois, on est pas mal les seuls à leur côté, des fois, pour les accompagner en fin de vie. Donc, c'est important justement qu'on puisse être chaleureux avec eux, accueillant. Les patients évitent souvent les services et d'affronter leurs problèmes de santé. Ça, on l'a vu tantôt. Donc, les outils de détection et d'évaluation, je ne vais pas aller en détail, mais j'en ai juste mis une coupe pour vous, dans le fond. Puis je tiens à dire, c'est détection et non diagnostic. Pour certains, oui, diagnostic, mais donc, il y a le questionnaire CAGE qui est de 4 questions. L'AUDI, donc de 10 questions. Puis l'AUDI, c'est abrégé. Fait qu'il y a 3 questions. Celui que je trouve quand même intéressant, qui est différent, c'est le SMAS-G. Donc, c'est Short Michigan Alcohol Screening Test. Puis c'est une version gériatrique. Donc, c'est adapté pour les personnes qui ont 65 ans et plus. Puis ça, je trouve que c'est super. C'est bien parce que, justement, il y a des facteurs qui changent liés au vieillissement. Donc, comme quand on a parlé tantôt de comment que la médication, comment que la fonction organique, puis tout ça, là, ça rentre en compte. Puis aussi, ils ont beaucoup d'autres problèmes de santé, souvent avec l'âge, donc plus de médicaments, plus de risques d'interaction médicamenteuse. Les outils déjà disponibles aussi auprès des CIS et des CIUS. Fait que moi, je pense, par exemple, en soutien à domicile, on avait une section dans l'OMC, l'OCCI, puis dans les évaluations disciplinaires comme auprès de vos ordres professionnels, travailleurs sociaux, psychologues, ergothérapeutes, infirmières et plus. Il y a aussi le DSM-5 puis d'autres manuels diagnostiques qu'on peut s'y référer à titre informatif. Je vous donne un exemple de cas, j'en ai juste 2 dans le fond, je vais aller quand même rapidement là-dessus. C'est tous des cas anonymisés. Donc, M. Beaulieu, homme de 78 ans, il se présente à l'urgence suite à une chute. Puis il est connu en oncologie pour un cancer à l'estomac. Il a arrêté ses traitements récemment parce que son cancer s'est propagé. Puis il présente des sueurs, des tremblements et plus d'autres symptômes. Il n'y a aucun antécédent de dépendance et de santé mentale. Fait que des questions qui se posent, dans le fond, Monsieur Beaulieu, afin que je puisse mieux vous aider, pourriez-vous me dire si vous avez consommé de l'alcool, du cannabis, de la cocaïne, des opioïdes au cours des derniers 24 heures? Oui, d'accord. Donc, de la bière, combien environ? Plutôt 1 à 2, 4 à 5 ou 15 à 20? Fait que dans ces 2 questions-là, il y a un peu d'exagération. On soupçonne peut-être que c'est l'alcool, mais on questionne quand même sur les autres substances. Puis le 15 à 20, c'est quand même pas. C'est beaucoup. Donc, quand avez-vous bu votre dernière bière? Puis la dernière question permet aussi d'évaluer un peu le risque de sevrage, comme le niveau de risque de sevrage. Donc, avez-vous déjà été hospitalisé suite à un sevrage alcoolique dans le passé? Fait que on peut voir pour le délirium tremens, qui est très dangereux, qui peut même conduire à la mort. Donc, être prêt à réagir puis de pouvoir gérer les symptômes. Donc, questionner avec un ton non-jugement, encore là, l'exagération des choix multiples, ça permet aussi des fois que les gens répondent de façon plus honnête puis comme approximative de leur consommation réelle. Puis aussi, il faut faire attention à l'âgisme et les idées préconçues. Fait que, tu sais, c'est pas parce qu'il y a 78 ans puis qu'il n'y a pas d'antécédent de services en dépendance et en santé mentale qu'il n'y aura pas une dépendance à l'alcool qu'on détecte. Fait que c'est important justement de prendre ça en compte. Un autre exemple, Madame Tremblay, 55 ans, est passante au SAD, au soutien à domicile. Elle a un cancer au poumon qui s'est métastasé, puis elle a un MPOC. Donc, médecin, inhalothérapeute, travailleur social et infirmière sont au dossier. Puis elle fait souvent des allers-retours à l'hôpital en raison de multiples désaturations. Puis l'équipe, c'est pas qu'elle consomme de l'alcool de manière excessive, puis elle fait des binges d'alcool, dans le fond. Puis Madame ne parle pas d'alcool ni de fin de vie et affirme toujours que tout va bien. Donc, le dénouement de cette situation-là, bien évidemment, c'est un cas anonymisé, tout ça, mais son médecin a ajusté sa médication pour l'anxiété. Elle a réduit sa consommation un peu, mais elle continuait d'être hospitalisée. Donc, elle visait d'arrêter, mais c'était pas quelque chose qui était faisable pour le moment pour elle. Aborder l'alcool, quand même, ça l'a permis, même si elle continuait d'aller à l'hôpital, même si ça l'a permis d'aborder ses inquiétudes liées à la mort. Elle avait beaucoup peur de mourir étouffée à cause de son MPOC, puis justement,
sa maladie liée au cancer des poumons. Ça lui a permis aussi d'aborder la fonction de sa consommation. Donc, elle vivait avec de l'anxiété depuis plusieurs années, depuis qu'elle est petite, en fait. Donc, ça l'apaisait. Puis, ça lui a permis d'aborder ses derniers souhaits en fin de vie. Quand est-ce qu'elle serait quand même, tu sais, correcte pour aller en maison de soins palliatifs? Qui qu'elle veut qu'il soit là quand elle va décéder? Est-ce qu'elle veut l'aide médicale à mourir? Toutes ces questions-là. Puis ça a aussi permis d'aborder des sujets inédits au sein du couple. Donc, ça a donné que monsieur qui était à la maison avec elle, qui prenait soin de lui tout le temps, ben lui avait atteint ses limites, là, pas mal, là. Fait que ça a permis de faire parler le couple, puis lui, il se sentait très mal là, devant elle de parler de ça. Donc, pour l'accompagnement, comment qu'on accompagne une personne en fin de vie qui a une dépendance à l'alcool? Il y a la gestion des symptômes, oui, de façon, tu sais, pharmacologique, mais aussi non pharmacologique. Donc, il y a le soutien psychologique et ou spirituel. On sait qu'il y en a qui sont, tu sais, qui sont religieux, on pourrait faire venir quelqu'un justement qui est plus, en tout cas, dans l'aide spirituelle. On aborde aussi les souhaits, comme j'ai dit, comme dans le cas de Mme Tremblay. Les conflits à régler aussi, comme j'ai dit tantôt, les liens brisés, donc réparer les choses avec ceux avec qui veulent, ben, leur famille en fait. Puis aussi pouvoir savoir quand on réfère là, à d'autres spécialistes ou impliquer d'autres professionnels dans le dossier. Au niveau de l'alcool, la consommation d'alcool, qu'est-ce qu'il faut retenir? Bien, en fait, c'est de faire le libre arbitre concernant la consommation. Fait que c'est votre choix au fond. Là, vous pouvez poursuivre avec votre consommation, on va vous assister avec ça, on va gérer vos symptômes. C'est pas parce que vous consommez qu'on va gérer vos symptômes différemment, là. Fait que c'est essentiel d'assurer une bonne communication, savoir à peu près, tu sais, combien la personne consomme réellement pour pouvoir ajuster un peu notre orientation, les traitements et tout ça. La gestion des symptômes est cruciale pour éviter les allers-retours à l'urgence. Puis, certains souhaitent être abstinents pour avoir les idées claires en fin de vie. Donc, ils ont des trucs à régler, ils veulent partir justement en paix, avoir l'esprit clair. Donc, ça, c'est une raison. Il y en a qui sont physiquement plus capables de consommer, de prendre de l'alcool en raison de douleur ou d'inconfort. Puis aussi, il y en a qui veulent, encore une fois, réparer des liens brisés avec la famille et les amis. Parmi les discussions en soins palliatifs, ce que j'ai vu dans la littérature, puis aussi sur le terrain, il y a beaucoup, auprès de cette population-là spécifiquement, ils s'expriment beaucoup sur la colère qu'ils vivent, la tristesse, la culpabilité, la honte, ce sentiment d'échec lié à justement la consommation qui continue jusqu'à la fin de la vie, les trucs qu'ils ont perdus en lien avec cette dépendance-là. Puis l'impression aussi d'avoir été puni par la vie, d'être malade là, à la fin de la vie liée à la consommation. Aussi, ils nomment beaucoup de craintes face à la mort en général. Donc, ils peuvent aussi avoir tendance à éviter leurs émotions et ou échapper à la réalité avec l'alcool. Certains ne savent pas qu'est-ce que ça signifie d'être en soins palliatifs, puis pour plusieurs raisons. Des fois, le patient n'est pas prêt, donc l'équipe médicale en parle pas tout de suite ou c'est trop d'informations tout de suite, mais parfois, c'est avec nous, après, les professionnels qui suivent la personne, qui demandent plus de questions, puis on est prêt faut être prêt à répondre, puis de façon soutenante, puis aller au rythme de la personne. Dans le fond, c'est ça, le manque de planification de la fin de vie a aussi été un enjeu important qui a été mentionné dans la littérature. Donc, il manque beaucoup de planification avec ces patients-là, puis pour plusieurs raisons. Puis c'est pas la faute des professionnels ou la faute du patient, mais pourquoi il manque autant de planification? Bien, certains patients refusent d'accepter l'arrêt des traitements et leur fin de vie, puis on comprend, tu sais, on les comprend par évitement ou par déni. Certains ont des objectifs à atteindre ou des conflits à résoudre avant la mort, comme on a dit. Puis d'autres ont peur de faire face à la mort avec la perception que justement les soins palliatifs, c'est un lieu sans retour, là. C'est que c'est fini, c'est la fin de vie là, quand on est considéré soins palliatifs. D'autres raisons, des fois, il y a la détérioration trop rapide de l'état du patient, puis ça ne permet pas ces discussions-là. Donc, il y a ça. Il y a les ressources humaines qui sont insuffisantes. T'sais, on sait que les hôpitaux, manque beaucoup de personnel dans le système de la santé. Donc, ça pourrait être une raison. Il y a aussi, en fait, ça, c'est pas, je généralise, mais parfois,
euh, l'équipe médicale ou les professionnels de la santé qui travaillent avec eux, on veut comme préserver la vie, garder la personne en vie, bien, tout ça, versus parler justement de la mort puis de la fin de vie. Ça, c'est quelque chose. Il y a aussi des réticences et des malaises vécus par les professionnels de la santé, puis ça, c'est tout à fait normal, en lien justement avec la mort, ou ça peut être aussi en lien avec la dépendance de la personne aussi, adresser tout ça ensemble. La planification de la fin de vie peut réduire la détresse, rassurer le patient et sa famille, permettre à la personne de partir en paix, puis réduire les allers-retours liés aux décisions et aux hospitalisations à l'urgence. Puis ça peut permettre aux professionnels de mieux orienter leurs démarches et interventions. Fait que quand on planifie avec le patient, on discute de c'est quoi, qu'est-ce que vous voulez, tu sais, qu'est-ce que on le sait qu'ils peuvent changer d'idée souvent, et puis c'est normal, mais ça permet de pouvoir planifier le tout pour éviter aussi qu'on fasse des démarches pour rien. Donc, en conclusion, dans le fond, ces individus-là ont souvent beaucoup de problèmes de santé. Donc, c'est important de faire du travail multidisciplinaire, avoir beaucoup de concertation. On l'entend souvent dans le système de la santé, justement, travailler comme une équipe et non versus travailler en silo. Donc, les médecins, infirmières, travailleurs psychosociaux, inhalothérapeutes, nutritionnistes, etc., il faut se parler et se consulter. On a toutes des disciplines différentes qui se complémentent. Donc, ça fait en sorte qu'on a différentes lunettes pour analyser un cas. Donc, les concertations et le travail multidisciplinaire, ça aide dans la gestion du symptôme, la qualité de la fin de vie de la personne. Et ça réduit la triangulation, puis les démarches inutiles des professionnels lors de la planification de la fin de vie. Donc, quand on se parle en équipe, on peut voir comme, ah, ben, tu sais, le patient, moi, il me dit ça. Ah, ben, moi, il me dit autre chose. Fait puis on fait nos démarches de chaque bord, puis qu'on se rend compte, ben, que finalement, c'est quoi que le patient il veut. Donc, l'adresser avec le patient, avoir des concertations, de l'inclure aussi dans ces discussions-là avec l'équipe. C'est important. Puis aussi, en tant que professionnel de santé, il faut se questionner concernant nos malaises, comme les malaises qu'on vit là, quand on intervient avec cette population-là, le TUA en soins palliatifs. Questionner aussi nos préjugés involontaires, autant de façon comme plus négative que positive. Par exemple, tantôt, là, l'homme de 78 ans qui est âgé, qui n'est pas connu en santé mentale ni en dépendance, mais ça peut être aussi ça. Puis, connaître aussi nos besoins en termes de formation. Je sais que, justement, des fois, ça fait vraiment longtemps là, qu'on travaille dans le système de la santé, puis on connaît beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, on a beaucoup d'expérience sur le terrain, tout ça. Par contre, c'est sûr qu'on ne connaît jamais tout. Donc, des fois, on arrive avec des inconforts ou des trucs comme ah, ben, je ne sais pas trop quoi faire. Donc, à la place de figer, de se dire bon, ben, je pense que je devrais peut-être comme aller suivre une formation. Donc, c'est pas mal tout. Merci pour votre écoute. Voici toutes les sources. Donc, moi, les questions que j'avais pour vous, si jamais ça vous tente.